Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Face au droit de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux logiciels de seconde main et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Coulot, délégué juridique chez Syntec Numérique. Bonjour Monsieur Coulot. Bonjour. Et également Maître Jean-Sébastien Mariez, avocat au cabinet De Gaulle-Fleurance et associé. Bonjour Maître Mariez. Bonjour. Alors, depuis la décision de la Cour de justice de l'Union européenne nommée Youssof et datant du 3 juillet 2012, la revente de licences d'occasion d'un logiciel en Europe est permise sans l'accord du titulaire des droits. Une nouvelle option s'offre donc à l'acheteur qui souhaite faire des économies, celle de l'achat du logiciel d'occasion ou de seconde main. Alors, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la vente d'occasion d'un logiciel? Monsieur Coulot. En fait, c'est un utilisateur comme vous et moi qui achète licitement un logiciel auprès d'un éditeur et puis lorsqu'il n'en a plus besoin, va décider de le revendre contre rémunération à une entreprise, une société, qui elle-même le revendra à une tierce partie. Alors évidemment, dans l'esprit, ça s'applique plutôt à des petits logiciels entre guillemets de bureautique et pas à des ERP complets ou à des logiciels ultra secrets de la défense nationale. Alors, ça nous amène à deux autres questions, Maître Mariez. En France, un éditeur vend-il son logiciel? Et que se passe-t-il lorsqu'un client achète une licence? Alors, sur un plan juridique, on ne peut pas à proprement parler de vente de logiciel. On parle en fait d'un contrat de licence en général. Et ce contrat de licence va permettre de concéder un droit d'usage à l'utilisateur et aussi de prévoir autour de la concession de ce droit de licence, de droit d'utilisation, différentes modalités d'usage et éventuellement des restrictions qui vont avec. Ça, c'est le modèle traditionnel et de plus en plus, sur les modèles cloud, on a des modèles qui touchent plutôt au contrat de service. Et à côté de ça, quelquefois, on a des contrats de maintenance également. Donc un logiciel finalement est logé à la même enseigne qu'un livre ou une peinture, c'est-à-dire protégé par le droit d'auteur. Oui, complètement. C'est le code source en fait, du logiciel qui est protégé par le droit d'auteur sans nécessité de quelconque enregistrement. Au fur et à mesure que l'on tape le code, on bénéficie de cette protection comme un écrivain sur son livre. De manière aussi assez traditionnelle, au même titre que pour une peinture ou une œuvre d'un autre type, on distingue les droits de propriété intellectuelle sur l'œuvre, sur le logiciel en l'occurrence, et les droits de propriété sur le support de l'œuvre. Alors, on parlait en introduction de la fameuse décision Youssof de la Cour de justice de l'Union européenne qui impacte donc les éditeurs de logiciels, mais finalement, qu'est-ce qu'elle dit cette décision ? En fait, les juges de Luxembourg, de la Cour, ont considéré qu'il y avait un premier acquéreur d'un logiciel, qu'il n'en a plus besoin, qu'il va le revendre à un second utilisateur de manière licite, même si le contrat entre l'éditeur et le premier acquéreur dit que le transfert n'est pas possible, donc que la vente ou la concession d'une licence n'est pas possible. Et c'est ça que la Cour a validé, en fait. Elle a qualifié de vente, que le logiciel soit en téléchargement ou sur un support physique, elle a qualifié cet acte de vente. Donc, le droit de l'éditeur, on parle d'épuisement du droit, le droit de l'éditeur s'épuise lorsqu'il met sur le marché son logiciel. Et alors, comment est-ce que vous expliquez cette décision de la Cour ? À vrai dire, on ne l'explique pas. C'est une décision qui va très loin, qui va bien plus loin que ce que l'avocat général avait demandé, qui est contra legem, contre le droit. C'est-à-dire que les traités européens, la directive 2009-24 sur les programmes d'ordinateurs prévoit des dispositions différentes. Donc soit c'est une décision d'espèce qui va être limitée, soit c'est une décision qui au contraire révolutionne le panorama juridique sur ces aspects logiciels. D'accord. Et alors, suite à cet arrêt, qu'en est-il finalement de la validité des clauses présentes dans ces contrats, Maître Mariez ? Les clauses du contrat. Alors, en effet, c'est un arrêt qui a été très critiqué et la question se pose de savoir si les éventuelles restrictions contractuelles qui sont intégrées dans le contrat de licence dont on a parlé tout à l'heure tiennent à l'occasion de la seconde vente et encore d'une autre vente et encore d'une autre vente. Alors, si l'arrêt de la CJUE, si la Cour, d'une certaine manière, autorise la revente d'occasion, elle pose certaines conditions, ça c'est important de le souligner, et certaines de ces conditions, justement, ont trait à certaines clauses, certaines restrictions qui sont intégrées au contrat de licence. Par exemple, l'arrêt, la Cour nous dit bien que là où le contrat de licence, par exemple, concernait 20 droits d'usage, il n'est pas possible et il n'est pas autorisé de venir scinder ces différents 20 droits de licence et de les revendre à la découpe, si vous me permettez l'expression. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième condition qui peut être liée éventuellement à la mise en œuvre
par le biais du contrat de licence, encore une fois, de mesures techniques de protection. Cette seconde condition, elle touche au fait que ces mesures techniques, là encore, doivent être respectées par le second acquéreur et encore le suivant. Bon. Ça, c'est une première chose et c'est les restrictions, les conditions que pose l'arrêt de la Cour pour autoriser, dans ce périmètre-là, la revente d'occasion. Ensuite se pose la question des restrictions de transfert de licence. Ce sont des clauses qui, dans beaucoup de contrats de licence d'éditeurs de logiciels, vont limiter, prohiber, conditionner le transfert de la licence justement à certaines conditions. Alors, ce type de clause-là, la Cour les met de côté, c'est très clair dans son arrêt. Maintenant, la question qui va se poser, c'est ce que va en penser le juge national si, à l'occasion d'un litige, il est porté à s'intéresser à cette question-là. Bon, il y a deux options principales. Soit elle suit l'analyse de l'arrêt de la Cour, notamment quant à la qualification de l'opération en tant que vente. Et alors là, il y a fort à penser que les clauses de transfert et de limitation de transfert devront être écartées. Soit, ce qui est également envisageable, cette qualification de vente n'est pas suivie par le juge national. Et alors là, on est dans une espèce d'insécurité juridique. En tout cas, il y a un doute sur le fait de savoir si ces clauses vont pouvoir perdurer ou pas. Alors, est-ce qu'à votre connaissance, des administrations ou des collectivités territoriales ont déjà lancé des mises en concurrence pour l'achat de licences d'occasion ? Pas à ma connaissance, les administrations sont beaucoup plus portées sur le logiciel libre. Il y avait une circulaire du Premier ministre Jean-Marc Ayrault à l'époque en 2012 qui incitait les acheteurs publics à s'orienter plutôt vers le logiciel libre. Donc elles sont vraiment focalisées sur cette technologie. D'accord. Et alors quel est l'intérêt finalement pour les éditeurs à organiser un marché secondaire ? Le premier intérêt, c'est de conserver son marché dynamique. On l'a vu pour l'industrie musicale, lorsqu'elle a perdu le contrôle soit des standards, soit du marché, des modes de distribution, elle a commencé à perdre pied à ce moment-là. C'est vrai dans l'histoire des industries culturelles de manière générale. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est de contrôler aussi l'arrivée des nouveaux entrants sur le marché, comme des brokers, donc des sociétés qui vont vendre des logiciels de seconde main. Ça permet aux éditeurs éventuellement de se positionner sur ce créneau, les éditeurs historiques. Les éditeurs aussi sont des acteurs innovants. On n'a pas toujours l'impression que Word et Excel, ça innove beaucoup en mettant de code source, mais il y a beaucoup d'autres types de logiciels. Et ces logiciels se vendent en SaaS, c'est le Software as a Service, c'est-à-dire qu'on les vend online. Et les éditeurs ont beaucoup développé ce mode de consommation qui se développe autant pour les entreprises que pour les consommateurs. Et donc il faut que ces modèles de marché-là restent dynamiques et restent innovants. Si je peux ajouter un petit mot là-dessus, pour moi, il y a deux perspectives, celle de l'éditeur et le risque finalement pour l'éditeur aussi de voir émerger un marché qui en effet ne contrôlera pas. Là, il faut être très clair et on revient aussi à cette notion de vente. Il y a déjà des éditeurs qui aujourd'hui proposent la totalité ou la quasi-totalité de leur logiciel sous des modes de distribution qu'on appelle cloud computing et qui, à mon sens, en aucun cas pourraient être qualifiés de vente et donc finalement permettre de contourner cet arrêt-là. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, vis-à-vis des nouveaux entrants que vous évoquiez, je crois que le risque, ce serait de croire que tout est permis. C'est-à-dire, encore une fois, si la Cour autorise dans une certaine mesure la revente d'occasion, il y a des conditions qui sont fixées, notamment être capable de démontrer, de proposer une traçabilité des licences et des exemplaires qui va être exigée de la part de ces nouveaux entrants. Et ça, c'est un point très précis et très important pour gérer ce risque. Alors ça nous amène à la dernière question. Est-ce que d'autres secteurs culturels sont concernés par cette décision? Alors c'est une bonne question parce qu'évidemment, est-ce qu'il va y avoir un effet de contagion du logiciel à d'autres œuvres? On pense à la musique, on pense aux œuvres audiovisuelles, on pense aux jeux vidéo. Alors évidemment, tout ce petit monde s'inquiète, se pose cette question. La réponse, a priori, juridiquement, c'est non, puisque en réalité, on a des régimes
qui certes reposent tous les deux sur des droits de propriété intellectuelle, du droit d'auteur notamment, mais qui relèvent de deux directives différentes. Donc on a la directive 2001-29 sur le droit d'auteur, qui est la directive, on va dire, le cadre général, et puis on a une directive spéciale sur le logiciel, sur laquelle l'arrêt, la Cour s'est largement appuyé. Bon. Maintenant, il y a quand même une tentation, parce que cet arrêt, il relève quand même dans une certaine mesure d'une orientation politique, d'une orientation qui est très pro-marché commun, qui est très désegmentation, et finalement, on ne voit pas bien pourquoi la Cour s'en arrêterait là, puisque les problématiques qui justifient l'arrêt Usoft, à savoir le décloisonnement des marchés, il me semble que c'est des problématiques qui se posent de manière assez similaire pour des œuvres autres que celles logicielles, la musique, le cinéma, les jeux vidéo, sachant que le livre, tout à fait, sachant qu'en plus avec le jeu vidéo il y a une dimension un petit peu particulière puisque c'est une œuvre complexe qu'on peut qualifier à la fois pour certains éléments de logiciel, donc potentiellement avec un arrêt Usoft qui est applicable, et puis à la fois d'autres éléments qui relèvent d'autres régimes. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Face au droit. À très vite.